Loi 8. Obligez l'adversaire à se battre sur votre propre terrain. Principe. Quand on force une personne à agir, on est maître de la situation. Il vaut toujours mieux amener un adversaire à soi en le faisant abandonner ses propres plans. Appâtez-le avec des gains fabuleux, puis passez à l'attaque. Vous aurez ainsi les cartes en main. Respect de la loi. Au Congrès de Vienne en 1814, les principales puissances européennes étaient réunies pour se partager l'empire de Napoléon. Toute la ville se réjouissait, et les bals étaient les plus splendides que l'on ait jamais vus. Mais l'ombre de Napoléon planait sur les débats. Au lieu d'avoir été exécuté ou exilé à l'autre bout du monde, il avait seulement été déporté sur l'île d'Elbe, tout près de la côte italienne. Même prisonnier sur une île, un homme aussi génial et inventif que Napoléon Bonaparte rendait tout le monde nerveux. Les Autrichiens avaient projeté de le faire assassiner là-bas, mais décidèrent que c'était trop risqué. Alexandre Ier de Russie, qui n'en était pas à une foucade près, inquiéta le Congrès lorsqu'on lui refusa une partie de la Pologne. « Attention, je vais lâcher le monstre !» Chacun savait qu'il parlait de Napoléon. De tous les hommes d'État réunis à Vienne, seul Talleyrand, ancien ministre des Affaires étrangères de l'ex-empereur, semblait calme et indifférent. Il donnait l'impression de savoir quelque chose que les autres ignoraient. Pendant ce temps, la vie de Napoléon en exil n'était que l'ombre de sa gloire passée. En qualité de roi d'Elbe, il disposait d'une cour composée d'un cuisinier, d'une costumière, d'un pianiste et d'une poignée de courtisans. Tout avait été fait pour humilier Napoléon, et c'était, semble-t-il, efficace. Cet hiver-là, cependant, eut lieu une série d'événements si étranges et spectaculaires qu'il ressemblait à un scénario de théâtre. L'île était bloquée par une escadre britannique, dont les canons couvraient toutes les côtes. Pourtant, le 26 février 1815, en plein jour, un navire avec 900 hommes à bord embarqua Napoléon et prit le large. Les Britanniques lui donnèrent la chasse, mais il s'échappa. Cette évasion presque impossible étonna toute l'Europe et terrifia les hommes d'État réunis à Vienne. Il aurait été plus sûr pour Napoléon de quitter l'Europe. Mais non content de retourner en France, il provoqua la surprise en marchant sur Paris avec quelques troupes pour reconquérir le trône. Sa stratégie se révéla efficace. Le peuple, toute classe sociale confondue, se jeta à ses pieds. Une armée commandée par le maréchal Ney marcha sur Paris pour l'arrêter. Mais quand les soldats virent leur chef bien-aimé, ils changèrent de camp. Napoléon fut de nouveau déclaré empereur. Des volontaires vinrent grossir les rangs de sa nouvelle armée. L'enthousiasme balaya tout le pays. À Paris, les foules étaient en délire. Le roi Louis XVIII s'exila. Pendant les 100 jours suivants, Napoléon fut le maître en France. Bientôt, cependant, le vertige se calma. La France était en faillite, ses caisses pratiquement vides, et Napoléon ne pouvait pas y faire grand-chose. À la bataille de Waterloo, en juin de cette année-là, il fut définitivement vaincu. Cette fois, ses ennemis avaient retenu la leçon. Ils l'exilèrent sur l'île lointaine de Sainte-Hélène, au large de la côte ouest de l'Afrique. De là-bas, il n'avait plus aucun espoir de s'enfuir. Interprétation. Des années plus tard seulement, la lumière se fit enfin sur les événements qui avaient entouré l'évasion spectaculaire de Napoléon de l'île d'Elbe. Avant qu'il ne décide de tenter cette folle équipée, des visiteurs venus à sa cour lui avaient dit qu'il était plus populaire que jamais en France et que le pays l'accueillerait à nouveau à bras ouverts. Un de ces visiteurs était le général autrichien Kohler, qui convainquit Napoléon que, s'il s'échappait, les puissances européennes, y compris l'Angleterre, le reconnaîtrait à nouveau comme chef d'État. Napoléon fut averti que les Britanniques le laisseraient partir, et en effet, son évasion se déroula en plein après-midi sous les yeux des Anglais. Ce que Napoléon ignorait, c'est que dans les coulisses se tenait un homme qui tirait les ficelles, et que cet homme était son ancien ministre, Talleyrand. Et Talleyrand faisait tout cela, non pour revenir à des jours glorieux, mais dans le but d'écraser Napoléon une fois pour toutes.
Il considérait l'ambition de l'empereur comme un danger pour la stabilité de l'Europe. Il s'était donc retourné contre lui depuis longtemps. Quand Napoléon avait été exilé à l'île d'Elbe, Talleyrand avait protesté. Napoléon aurait dû être envoyé plus loin, avait-il déclaré. Sinon l'Europe n'aurait jamais la paix. Mais personne alors n'avait voulu l'écouter. Au lieu d'insister, Talleyrand prit son temps. Il travailla sereinement et finit par convaincre Castlereagh et Metternich, ministres des Affaires étrangères de l'Angleterre et de l'Autriche. Ensemble, les trois hommes décidèrent d'appâter Napoléon en lui proposant une évasion. Même la visite de Koller, qui chuchota des promesses de gloire à l'oreille de l'exilé, faisait partie du plan. Tel un magistral joueur de poker, Talleyrand avait tout prévu. Il savait que Napoléon tomberait dans le piège qu'il lui avait tendu. Il savait aussi que Napoléon jetterait le pays dans une guerre qui, étant donné l'état exsangue de la France, ne durerait pas plus de quelques mois. Un diplomate qui avait percé à jour le jeu de Talleyrand fit à Vienne ce commentaire « Il a mis le feu à la maison pour la sauver de la peste. » Quand j'ai posé des appâts pour un cerf, je ne tire pas sur la première biche qui se présente. J'attends que toute la harde soit réunie. Otto von Bismarck, 1815-1898. Les clés du pouvoir. Combien de fois ce scénario s'est-il répété au cours de l'histoire? Un dirigeant belliqueux entreprend une série d'actions qui commencent par lui rapporter beaucoup de pouvoir. Peu à peu, cependant, son pouvoir culmine, s'essouffle, puis tout se retourne à son désavantage. Ses nombreux ennemis s'allient, il s'épuise à tenter de se maintenir et, inévitablement, il échoue. Ce schéma s'explique par le fait qu'un individu agressif est rarement maître de la situation. Désavantagé par une vision à court terme, il ne peut mesurer les conséquences de telle ou telle de ses audaces. Il est forcé à la riposte par chaque mouvement de ses ennemis, toujours plus nombreux, obligé de remédier aux effets inattendus de ses propres réactions brutales, et son énergie agressive finit par se retourner contre lui. Demandez-vous, quel est l'intérêt de vous dépenser sans compter pour essayer de résoudre les problèmes et de vaincre l'ennemi si vous ne vous sentez jamais maître de la situation? Pourquoi toujours réagir aux événements au lieu de les diriger? La réponse est simple. Votre idée du pouvoir est erronée. Vous confondez pugnacité et efficacité. Et le plus souvent, l'efficacité voudrait que vous restiez en retrait, que vous gardiez votre calme et que vous laissiez les autres s'embourber dans les pièges que vous leur aurez tendus, misant sur le pouvoir à long terme plutôt que sur la victoire immédiate. Souvenez-vous, l'essence du pouvoir réside dans l'habileté à garder l'initiative, à obtenir des autres qu'ils réagissent à vos actions, à maintenir votre adversaire et votre entourage sur la défensive. En obligeant les autres à vous rejoindre, vous prendrez soudain le contrôle de la situation. Et qu'est-ce que le contrôle, sinon le pouvoir? Vous y parviendrez à deux conditions. En apprenant à maîtriser vos émotions et à ne jamais agir sous le coup de la colère. Et parallèlement, en misant sur la tendance naturelle qu'ont les hommes à s'emporter quand ils sont poussés ou appâtés. À long terme, la capacité à faire venir les autres à soi est une arme plus puissante que tout instrument d'agression. Voyons comment Talleyrand, passé maître dans cet art, a réussi ce tour de force. Tout d'abord, il a surmonté la tentation d'essayer de convaincre les autres hommes d'État qu'il fallait envoyer Napoléon dans un lieu d'exil plus éloigné. Il est tout à fait naturel de vouloir persuader les autres en plaidant sa cause, en imposant sa volonté par des paroles. Mais cela se retourne souvent contre vous. Les contemporains de Talleyrand étaient alors peu nombreux à prendre encore Napoléon pour une menace sérieuse. Il aurait donc dépensé beaucoup d'énergie à argumenter et on l'aurait seulement pris pour un fou. Au lieu de cela, il préféra tenir sa langue et contrôla ses émotions. Mais surtout, il tendit à Napoléon un piège irrésistible. Il connaissait la faiblesse de l'homme, son impétuosité, son besoin de gloire et son amour des foules,
et il joua cette carte à la perfection. Quand Napoléon mordit à l'hameçon, il n'y avait aucun danger qu'il réussisse, et que la situation se retourne contre Talleyrand qui, mieux que quiconque, connaissait la situation déplorable de la France. À supposer même que Napoléon eût été capable de surmonter ces difficultés, ses chances de succès auraient été bien plus grandes s'il avait pu choisir son temps et son heure. Mais c'était Talleyrand qui, en dressant son piège, s'en était chargé à sa place. L'énergie de chacun d'entre nous a ses limites, et il arrive un moment où elle atteint son maximum. Quand vous obligez quelqu'un à vous rejoindre, il s'épuise et perd son énergie en cours de route. En 1905, la Russie et le Japon étaient en guerre. Les Japonais venaient juste de commencer à moderniser leur flotte, alors que les Russes disposaient d'une puissante marine. Par une adroite fuite de fausses informations, l'amiral japonais Togo Eyashiro incita les Russes à engager leur flotte, cantonnée en mer Baltique, leur faisant croire qu'ils balayeraient en une seule attaque la marine japonaise. La flotte russe ne pouvait pas atteindre le Japon par la route la plus rapide, le détroit de Gibraltar, le canal de Suez et l'océan Indien, parce que celle-ci était contrôlée par les Britanniques, alliés du Japon. Les Russes devraient doubler le cap de Bonne-Espérance, pointe sud de l'Afrique, ce qui allongerait leur trajet de près de 10 000 km. À peine les forces navales russes parvenues dans l'océan Indien, les Japonais firent courir une autre rumeur. Leur propre flotte se portait à la rencontre des Russes. Ceux-ci achevèrent leur long voyage en alerte maximum et arrivèrent sur zone tendue, épuisés et surmenés, tandis que les Japonais les attendaient tranquillement. En dépit des obstacles et de leur manque d'expérience dans le combat naval moderne, les Japonais écrasèrent les Russes. Il existe un avantage supplémentaire à faire venir votre adversaire à vous. Comme dans ce dernier exemple, votre adversaire est ainsi obligé d'opérer sur votre territoire. Le fait d'être en milieu hostile le rendra nerveux, et souvent il agira de manière précipitée et commettra des erreurs. Pour les négociations et les rencontres, il est toujours conseillé d'attirer la partie adverse sur votre territoire ou sur un territoire de votre choix. Vous aurez vos repères, tandis que vos adversaires, en terrain inconnu, seront subtilement placés sur la défensive. La manipulation est un jeu dangereux. Une fois les soupçons de votre cible éveillés, son contrôle devient de plus en plus difficile. Tandis que si vous faites venir à vous votre adversaire, vous créez l'illusion que le contrôle lui appartient. Il ne sent pas les ficelles qui le tirent, exactement comme Napoléon s'imaginait être le maître de son audacieuse évasion et de son retour au pouvoir. Tout dépend de la qualité de l'appât. Si votre piège est assez attractif, la violence des émotions et des désirs de vos ennemis les aveuglera et les empêchera d'y voir clair. Plus ils deviendront avides, plus il sera facile de les manipuler. Daniel Drew, requin de la finance du XIXe siècle, était un habile spéculateur à la bourse des valeurs. Quand il voulait faire vendre ou acheter un lot particulier d'actions, il en faisait préalablement monter ou descendre la cote, mais rarement par approche directe. Une de ses astuces consistait à se précipiter dans un club près de Wall Street sur son chemin vers la bourse. Là, il enlevait son habituel foulard rouge pour s'éponger le front. Un petit morceau de papier en tombait. Il faisait mine de ne pas y prendre garde. Des consommateurs, toujours à l'affût de ses moindres gestes, se précipitaient sur le papier, où était immanquablement griffonné ce qui semblait être un tuyau inestimable sur quelques titres. La rumeur se répandait, et les membres du club achetaient ou vendaient l'action en masse, faisant le jeu de Drew. Si vous pouvez obtenir des autres qu'ils creusent eux-mêmes leur propre tombe, pourquoi vous fatiguer? Les pickpockets appliquent cela à la perfection. Ils ont besoin de savoir quelle est la poche qui contient le porte-monnaie. Les pickpockets expérimentés procèdent souvent dans les gares ou autres lieux publics dûment nantis de l'avertissement « Attention aux pickpockets ». Les passants, en apercevant le panneau, tâtent automatiquement leur poche pour s'assurer qu'ils ont toujours leur portefeuille. Pour un pickpocket attentif, cela revient à pêcher un poisson dans un tonneau.
Certains sont même connus pour placer eux-mêmes des panneaux d'avertissement afin d'être sûrs de leur succès. Lorsque vous forcez les gens à vous rejoindre sur votre terrain, il vaut parfois mieux leur faire savoir que vous leur forcez la main. Vous abandonnez alors la tromperie pour une manipulation ouverte. Les ramifications psychologiques sont profondes. Celui qui a ce pouvoir inspire le respect. Un jour, Filippo Brunelleschi, grand sculpteur et architecte de la Renaissance, fut engagé pour réparer le dôme de la cathédrale Santa Maria del Fiore, à Florence. La commande était importante et prestigieuse. Quand l'administration communale engagea avec lui un second homme, Lorenzo Ghiberti, Brunelleschi fulmina en secret. Il savait que Ghiberti avait obtenu le travail par relation, qu'il n'allait rien faire, et obtiendrait quand même la moitié des honneurs. À un moment critique du chantier, Brunelleschi fut brusquement victime d'une maladie mystérieuse. Il dut s'arrêter de travailler. Mais, fit-il remarquer aux édiles, ils avaient engagé Ghiberti. Celui-ci devait bien être capable de continuer tout seul. Bientôt, il devint évident que Ghiberti était un bon à rien. Les responsables vinrent supplier Brunelleschi de reprendre. Il n'en tint pas compte, insistant sur le fait que Ghiberti devait finir le projet, jusqu'à ce que finalement il réalise le problème. Ils renvoyèrent Ghiberti. Comme par miracle, Brunelleschi recouvra la santé en quelques jours. Il n'avait pas eu besoin de piquer une colère ni de se rendre ridicule. Il avait simplement pratiqué l'art de faire venir les autres à soi. Si, à un moment donné, vous mettez un point d'honneur à attirer les autres sur votre propre terrain et que vous y arrivez, ils auront pris le pli et continueront de le faire sans même que vous le leur demandiez. Image : l'ours et le piège à miel. Le chasseur d'ours ne poursuit pas sa proie. Un ours se sachant poursuivi est pratiquement impossible à attraper, et acculé devient féroce. Au lieu de cela, le chasseur lui tend un piège avec du miel. Sans s'épuiser ni risquer sa vie à la traque, il appâte et attend. Autorité : les bons guerriers font venir les autres à eux, et non l'inverse. C'est le principe du vide et du plein appliqué aux autres et à soi. Quand vous obligez un adversaire à venir à vous, alors sa force est toujours vide. Tant que vous n'allez pas à lui, votre force est toujours pleine. Attaquer le vide par le plein est comme lancer des cailloux sur des œufs. Zhang Yu, commentateur du XIe siècle de l'art de la guerre. A contrario, bien qu'il soit généralement avisé d'épuiser votre adversaire en l'obligeant à vous pourchasser, il existe des cas où une attaque violente et soudaine démoralise tellement votre ennemi qu'il en perd toute énergie. Au lieu de faire venir les autres à vous, c'est vous alors qui allez à eux, forcez la situation et prenez le contrôle. Une attaque éclair peut être une arme redoutable parce qu'elle oblige l'autre à réagir sans lui laisser le temps de réfléchir, ni de planifier. Faute de ce temps de réflexion, on fait des erreurs de jugement, et l'on est sur la défensive. Cette tactique est à l'opposé de celle de l'appât et de l'attente, mais elle assure la même fonction. Vous obligez votre ennemi à répondre selon vos termes. Des hommes comme César Borgia et Napoléon utilisaient la rapidité pour intimider et prendre l'avantage. Un mouvement prompt et imprévisible terrifie et démoralise. Choisissez votre tactique en fonction de la situation. Si vous avez du temps devant vous, et que vous savez vos ennemis au moins de même force que vous, alors épuisez-les en les laissant venir. Si le temps joue contre vous, vos ennemis sont plus faibles et votre inaction leur donnera l'occasion de se renforcer, ne leur laissez aucune chance. Attaquez d'un coup et ils n'auront aucune retraite possible. Comme disait le boxeur Joe Louis, il peut toujours courir, il ne pourra pas se cacher.